Voilà, donc Frédéric Collet-Dany, je viens du CEA et je vais présenter effectivement les travaux sur les exosquelettes qui ont été faits notamment par Philippe Garec et par Franck Geffard qui est ici. Qui est avec nous, qu'on rejoindra tout à l'heure. On va nous faire essayer après la machine. Avec grand plaisir. Alors quand on parle d'exosquelettes, ça fait très longtemps que les gens rêvent à des exosquelettes. Oui. Mon collègue a retrouvé pas mal de dessins du 19e siècle où les gens avaient envie d'un certain nombre de solutions qui leur permettaient d'augmenter leur force, leur vitesse. Je pense que déjà Léonard de Vinci travaillait beaucoup là-dessus. Il était très fort en médecine, il avait beaucoup de des choses comme ça. Effectivement. Ça date depuis très longtemps en tout cas. Voilà, en tout cas, oui. Les premières choses qu'on commence à voir réellement bouger, on est plutôt dans les années 70. Il y a quelques... Si je parle vraiment d'exosquelettes, donc là pour aider à la marche. Tel qu'on le vit aujourd'hui en fait. Hein. On est déjà... On revoit ici, c'est... Hop. Alors c'est peut-être... oui. La connexion. Il y a l'ordinateur. Tu as du courant là dessus? Oui. Hein. Donc c'est la connexion ici. Ah oui, c'est lui. Ça a marché pendant 2 secondes, mais après... C'est un faux contact ici, c'est la prise qui est... voilà, on y arrive. Si on ne bouge pas, ça va y aller. Non? Parce que là, j'ai ton truc en bas. Voilà, ça y va, ça y va, ça y va. Il faut vraiment pas bouger la prise, je pense. Voilà. On y est retourné. Magnifique. Voilà. Donc on revoit l'exosquelette avec les premières machines qui commencent à fonctionner dans les années 70. Avec les limitations de l'électronique et des choses comme ça, elles étaient évidemment reliées par des câbles à des ordinateurs, avec l'alimentation et tout ça. On n'est pas encore complètement dans le monde de l'embarqué. On peut voir l'exosquelette dont j'ai oublié le nom en haut à gauche, là, qui est aussi une machine assez imposante. Je pense qu'il fallait un peu de courage pour s'attacher dedans. Donc, alors, les problématiques d'exosquelette, elles sont multiples. Les utilisations, elles sont également multiples. Ici, on parle pas mal de sport, mais ça peut fonctionner pour faire de l'amélioration du geste sportif. Pour des sportifs qui se remettent de blessures, pour les aider à ce que leur rééducation se passe le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Ça peut aider des personnes paraplégiques, on l'a vu, on le verra encore après. Et il y a évidemment pas mal d'applications militaires. Militaires et puis industrielles aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se développe. Pour porter des charges, pour l'exosquelette en entreprise, ça devient un vrai sujet. Quoi. C'est vraiment comme on le voit ici, bon là on le voit pour des militaires, mais ça marche également pour bien sûr des industriels qui auraient des charges lourdes à porter. Exactement, oui. Donc la difficulté, c'est les seuls mots. J'ai pas d'équation, contrairement à mon collègue de ce matin. Et j'ai pas beaucoup de mots non plus dans ma. Il est là avec nous, Mathis. L'homme et l'exosquelette sont attachés ensemble, donc il faut que ça forme un couple qui est vraiment indissociable. Donc il y a un certain nombre de choses à regarder. La première, c'est la sécurité. Il faut qu'on soit sûr des mouvements que va faire l'exosquelette, et il faut qu'à n'importe quel moment on puisse garantir que l'exosquelette n'est pas dangereux pour la personne. Donc c'est un vrai gap par rapport à la robotique industrielle, où on a plutôt l'habitude de voir des robots dans des cages, et où on demande aux gens de ne pas s'approcher des robots parce qu'on a des choses qui peuvent être extrêmement dangereuses. Ou même la plupart des robots, même les cobots qui sont des petits assistants, oui. Des bras robotiques comme ça qu'on a sur le plan de travail, ils sont extérieurs, alors que là l'exosquelette il est sur moi, attaché. Je le porte. Voilà. On va le voir tout à l'heure. Et donc quelque part quand on attache quelque chose à un être humain, on va l'embêter. Et donc, il faut que l'exosquelette soit designé de la meilleure façon possible, de façon à ce que l'assistance, l'aide que l'exosquelette va apporter, elle soit plus importante que la gêne qu'on lui apporte. Sinon, la personne, et on le voit souvent dans l'industrie, quand les machines sont mal conçues pour les opérateurs, les opérateurs essayent un peu, et puis finalement, ils posent la machine dans un coin et ils continuent à faire comme avant sans la machine.
Donc c'est important que la machine soit conçue vraiment de façon optimale par rapport aux gestes qu'on veut effectuer. Donc on va voir après, on a pas mal d'exosquelettes. Alors celle-là je vais la passer. On a pas mal d'exosquelettes différents. Donc ça c'est les différents exosquelettes sur lesquels le CEA a travaillé depuis une quinzaine d'années. Donc on a la version militaire, on a la version civile, je vais au centre, qui permet à une personne handicapée de remarcher. Je vais en parler un peu après. On a en haut à droite, la version exosquelette pour la main. Ici, d'accord. Ce qui permet notamment de s'interfacer de façon extrêmement intuitive avec de la réalité virtuelle. On peut simuler des contacts et on peut simuler l'interaction de la personne avec le système de réalité virtuelle, en plus du casque et des choses comme ça. Ce qui fait que la personne vraiment va avoir une sensation au bout de ses doigts de ce qu'il est en train de manipuler dans la simulation. Et je vais m'arrêter aussi un tout petit peu sur l'exo push. Celui-ci, hein? Oui, tout à fait. Qui est un exosquelette très simplifié, puisqu'en gros, il a un exosquelette avec une seule jambe et un seul bras, et qui a été développé avec notre partenaire RB3D pour la société Colas, pour les travaux dans le BTP. Exactement. Donc les gens qui viennent pousser de l'enrobé sur des routes, qui ont un travail extrêmement pénible, cette machine-là va les aider et va diminuer les efforts qu'ils font pour étaler l'enrobé sur la route. Et donc ça va notamment permettre de diminuer énormément les maladies professionnelles. Alors, j'aimerais juste un petit mot là sur les dates qu'on voit en haut, 2003-2023. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que le CEA travaille sur les exosquelettes. Complètement. Le CEA, on le connaît, commissariat à l'énergie atomique. On connaît le CEA comme grand de l'énergie en fait, mais comment on arrive à travailler pendant 20 ans sur les exosquelettes? C'est quoi pour vous l'objectif et le lien avec l'énergie atomique? Alors effectivement, les premiers développements d'exosquelettes et de bras manipulateurs ont été faits pour faire ce qu'on appelle de la télérobotique. C'est-à-dire, c'est dans l'idée où on envoie un robot dans un endroit irradié, un endroit où on n'a pas envie d'envoyer des opérateurs humains. Donc on laisse l'opérateur à l'extérieur, on envoie le robot, et on a travaillé sur tous ces systèmes d'interface homme-robot finalement, de façon à rendre le travail de l'homme à distance le plus intuitif possible. Excellent. C'est comme quand il y a eu le feu à Notre-Dame. Ils ont envoyé au début un robot Colossus avec des caméras parce qu'il y avait tellement une telle chaleur. Exactement. Que les hommes ne pouvaient pas y aller. On a envoyé un robot. C'est exactement le contexte. Et de là, on s'est aperçu qu'effectivement, tous ces systèmes où on vient maîtriser finement l'interaction entre l'homme et le robot et de faire en sorte que la manipulation du robot soit la plus intuitive possible, et ben, naturellement, on se dirige vers des robots collaboratifs et des exosquelettes. Ok. Belle histoire quand même, et ce qui explique aussi la performance du produit qu'on va voir après. Tout à fait, oui. Oui, c'est issu effectivement de pas mal d'années et notamment là, si je viens zoomer un petit peu sur l'histoire de ce système-là, on a des premiers brevets autour des années 2000 avec un système quasiment unique où le CEA est leader mondial là, dans ce domaine-là, où on vient actionner en fait des articulations de machines, de robots, d'interfaces haptiques au moyen d'un système de câbles et de vis habillés. Donc c'est un système qui paraît tout bête, des trucs comme ça, mais il y a, je pense qu'il y a une vingtaine de brevets. On a une vingtaine de brevets sur cette technologie. C'est des choses, je sais pas pourquoi mon autre vidéo bouge pas. Voilà, elle devrait bouger aussi. Et c'est possible à breveter parce que c'est mécanique. C'est des systèmes mécaniques, donc c'est un assemblage innovant de choses qui existent déjà, mais l'assemblage, la conception en elle-même est extrêmement innovante. Là, on a d'autres systèmes d'arrangement, décidément. Ma vidéo ne veut pas bouger aujourd'hui. Si. Donc tout est optimisé en fait de façon à ce que les câbles et la vis à billes puissent se mouvoir dans le système avec le moins de frottement possible. Ce qui fait qu'en fait les efforts qu'on va
générés au niveau des moteurs électriques de la machine vont être ressentis très précisément dans les bras de l'opérateur. Donc ça, c'est la clé. Alors il y a beaucoup de science derrière, hein, mais c'est la clé qui permet d'expliquer le côté très intuitif des machines. Un autre domaine d'application qu'on voit sur la vidéo en bas, là, c'est tout ce qui est interaction avec de la réalité virtuelle. Là, on a parlé beaucoup de rééducation, de handicap, d'assistance dans les usines. Ce système-là permet aussi de générer des efforts pour que la personne se rende mieux compte de ce qui se passe en termes de réalité virtuelle, de jumeaux numériques. Là, on fait par exemple un exercice où on vient emboîter des composants industriels l'un dans l'autre. Ça peut être pour une usine virtuelle, pour préparer l'usine de fabrication d'un futur moteur, par exemple, chose comme ça. Et donc là, on vient bien sentir au niveau de l'exosquelette quels sont les efforts que la personne va ressentir. Et donc, on peut anticiper les difficultés de conception au niveau de l'usine. Pour l'aviation militaire aussi, on imagine la force, je vais prendre 2G ou 3G et comment je réagis sur les leviers de commande. On peut avoir aussi ce type de simulation, par exemple. Tout à fait, oui. Voilà, donc ça c'est un exemple du design tel qu'il est, tel que vous allez pouvoir l'essayer après, où le système de moteur et de câble permet vraiment d'accompagner tous les mouvements humains. Et c'est cette mécanique hyper précise qui est exceptionnelle et qui est remarquable. Et en fait, tous les brevets dont tu viens de parler, en fait, ça permet d'avoir cet infini de possibilités en termes de mouvement. Exactement. Parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui où on n'arriverait pas à faire ces mouvements-là. Voilà, on a un système qui est extrêmement léger, extrêmement compact, qui est pas trop gênant. Je disais tout à l'heure, quand on attache quelqu'un à un robot, on va le gêner. Donc ce système-là permet d'être extrêmement léger et de gêner la personne le moins possible. Donc c'est vraiment une technologie qui est unique au monde. Et donc qui peut s'adapter à des exosquelettes, mais aussi à beaucoup d'autres systèmes d'assistance finalement. Et donc dans les systèmes d'assistance, donc là on a un exemple avec un système en télérobotique, où avec un système de caméra, on vient identifier les mouvements de la personne et le robot vient les reproduire à distance. Voilà, on a vraiment énormément d'applications potentielles. Je passe très vite parce que c'est... voilà, je pourrais parler très longtemps de ce truc-là. Je vais juste zoomer sur la partie vraiment médicale et marche de personnes handicapées. On a travaillé donc avec le CHU de Grenoble, et donc c'est une première mondiale, sur le fait d'implanter des capteurs au niveau de la surface du cerveau d'une personne handicapée, de façon à mesurer ses ondes cérébrales de la façon la moins invasive possible. Il y a d'autres solutions qui consistent à planter quelque chose dans le cerveau, mais c'est un peu plus invasif. C'est plus intrusif quand même. Voilà, on reste, alors on doit quand même percer l'os, mais on reste en surface du cerveau. Et ensuite, le système va analyser avec tout un dispositif d'intelligence artificielle, va analyser ce que la personne souhaite faire, et donc le robot va accompagner ses gestes en se basant sur sa compréhension, en fait, via l'intelligence artificielle, de ce que la personne veut faire. Donc bouger les bras, marcher, etc., etc. Donc ça c'était la première simulation. Et ça, vous voyez donc ici une vidéo réelle donc d'un patient sur lequel on a implanté le système de capteur, et donc qui s'entraîne à marcher. Donc là il est maintenu au niveau du plafond pour ne pas tomber, mais il s'entraîne à marcher avec le dispositif. Et donc ça, c'est une première mondiale qui s'est déroulée il y a 6 mois environ. Il y a, je pense, un tout petit peu plus de temps, mais avec nos collègues du CHU de Grenoble. Plusieurs mois. Et là, on a donc une personne atteinte d'un handicap quand même sévère, qui est paraplégique. Oui, qui est paraplégique. Et du coup, bien sûr, on comprend qu'il faut le tenir, il faut le maintenir, mais tous ces mouvements-là sont déclenchés par les influx exactement, par des implants. Sa volonté en fait de bouger les bras, les jambes, etc. Et donc ça, c'est une première mondiale dont on peut être fier aussi. Une première mondiale, effectivement.
fait avec le CHU de Grenoble. Pourquoi le CHU de Grenoble? Enfin bon, c'est juste une question territoriale de proximité. De proximité, parce que le CEA a historiquement un site important à Grenoble. Donc, voilà, c'était une... Et alors, on imagine que ça ouvre quand même beaucoup de champs des possibles. À ce niveau-là de perfectionnement, de sophistication, les recherches sont longues, tout prend du temps. Mais on l'a vu, il y a 20 ans de recherche pour arriver à ça, quelque part. Mais en même temps, on voit qu'on arrive aujourd'hui à concrètement relier des capteurs, de l'influx personnel sur un exosquelette à une action du robot et de l'exosquelette, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une interaction physique. En fait, on n'est pas simplement dans le monde de la réalité virtuelle, on a vraiment une interaction physique. Et on permet à la personne handicapée d'être debout et non plus assise sur un fauteuil roulant. Donc, ça fait toute la différence. La personne est au même niveau que ses interlocuteurs, etc. C'est vraiment fondamental pour les personnes qui peuvent bénéficier de ce genre de technologie. Donc la suite de ce programme, de ce développement, déjà c'est une nouveauté, on peut le dire ici là, sur le Salon Global Industrie. Oui, celui-là en particulier, donc on a toute une gamme en fait qui est avec différents niveaux de puissance. Celui-là avec les moteurs forte puissance, c'est la première fois qu'on le montre au public. Donc, que vous le montrez au public, c'est un beau bébé, c'est une première mondiale, couplée avec celle qu'on a vue avant en vidéo. C'est impressionnant. Donc l'idée, c'est après d'avoir toute une gamme, de développer différentes, j'imagine aussi, différents niveaux de sophistication. Là, on voit que c'est une machine extrêmement élaborée. Il y a peut-être après des... Voilà, suivant le déclinaison plus simple. Le système qui permet de pousser de l'enrobé dans le BTP est extrêmement simple. Il y a un seul moteur au lieu de 2x7 ici. Et on est en train de travailler avec des industriels français pour l'industrialisation de ce système-là. Et qui en même temps, vu le niveau de performance de celui-là, c'est qu'il va faire avancer tout le système, comme on évoquait, sur des gestes assez simples. Comme ça, après, on peut décliner des modèles adaptés à tel ou tel geste. Comme je disais au début, effectivement, étant donné que le système est susceptible de gêner une personne, il faut vraiment penser quel geste on veut assister et optimiser la variante de machine pour cet usage spécifique. Excellent. Bon, ça fait du bien de voir des premières mondiales comme ça sur ce salon. Il y a beaucoup de solutions très étonnantes à découvrir, mais en voici une. Le CEA, combien d'équipes, combien de personnes ont travaillé sur ce projet? Alors, l'équipe de robotique, c'est à peu près une 50aine de personnes. Quand même, ouais. 50 cerveaux pour aboutir à... Pas mal de chercheurs, pas mal d'étudiants, doctorats, choses comme ça, donc, pour faire évoluer en permanence la technologie. Et ce qu'on a évoqué là, tout à l'heure aussi en première discussion, le fait d'avoir des câbles et des articulations finalement très mécaniques, ne pas chercher à faire que du digital, que du numérique. Finalement, on s'aperçoit qu'on parlait du tendon, c'est toi qui évoquais. Dans le corps humain, on a des tendons pour faire marcher les articulations. Là, c'est comme si vous aviez repris un peu le système humain. C'est exactement le même système. On a des actionneurs qui sont longitudinaux, un peu comme les muscles qui sont le long des os, et avec des câbles qui reproduisent le fonctionnement des tendons. Donc sur le bras gauche qui n'est pas capoté, vous pourrez venir voir après le détail de l'organisation des câbles. Mais effectivement, c'est le système qui permet d'avoir une machine qui est relativement compacte et extrêmement efficace. Bon, encore, je pense encore bravo pour cette équipe du CEA. Et puis, c'est à tester. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir et de découvrir? Non. Ah, peut-être une question. Oui. Merci beaucoup. J'avais deux questions en fait, et pas une. Qu'en est-il du pilotage? Parce qu'on voit la vidéo très impressionnante donc, du sujet tétraplégique qui réussit à actionner le robot. Techniquement, vous, si on remplaçait pour la sécurité le sujet par un mannequin, vous pourriez le piloter le robot pour qu'il soit stable et qu'il marche? Oui, on peut effectivement piloter. Oui, d'accord. Et donc, ça veut dire que ça ouvre la voie vers
l'analogie des voitures autonomes, des voitures avec la commande partagée et des notions de voilà, moi je donne un truc à faire, mais le robot globalement il sait que j'ai envie de marcher, donc il y a une notion de commande partagée. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour la marche, et c'est vrai quand on marche nous-mêmes, on se dit je veux marcher, on ne dit pas je vais lever l'articulation de la jambe gauche, le genou, la cheville, le truc. Et donc c'est exactement de la même façon dans la programmation du robot. La personne dit je veux avancer, et ensuite le robot a un modèle de marche qui dit que pour avancer, effectivement il faut faire ça, mais quand on fait ça, il faut déplacer légèrement le centre de gravité pour être sur l'autre pied. Tout ce genre de trucs auxquels la personne handicapée n'a pas envie de penser, on n'a pas envie de penser à chaque détail. Et c'est l'intelligence du robot qui fait ce... Donc on a vraiment un système supervisé, et un système qu'on appelle task sharing, où le robot prend un certain nombre de décisions, la personne prend aussi un certain nombre de décisions, et le découpage fin de ce truc-là permet d'avoir une utilisation intuitive. D'accord. Merci pour ça.